Bien, mesdames et messieurs, mes chers collègues, bonjour. Je salue mes collègues qui nous suivent peut-être sur les émissions en direct. Elles sont filmées en direct et les collègues qui sont absents, qui seront sûrement assez discrets aujourd'hui, pourront nous suivre en regardant la transmission de notre audition d'aujourd'hui. Donc, c'est ça. Ah oui. C'est traducteur, hein. Oui, d'accord, très bien. Donc, après une période de suspension des travaux, évidemment motivée par les élections municipales, nous reprenons les travaux de notre commission, de notre mission d'information, dont vous savez qu'elle s'intitule « Création, diffusion et acquisition des connaissances. Comment l'IA transforme l'éducation et la culture ». Donc j'en profite pour effectuer un rapide point d'étape. Après avoir organisé pendant l'hiver une première phase introductive sur l'IA, nous sommes en passe d'achever dans les prochains jours la deuxième phase de nos auditions, celle qui était consacrée aux effets de l'IA sur le monde de la culture, globalement. Je crois pouvoir dire qu'il se sera avéré particulièrement intéressante, cette session, et je ne doute pas que la dernière phase de nos travaux, qui portera sur les effets de l'IA sur l'éducation, le sera tout autant. Pour rappel, notre mission s'achèvera au début de l'été, avec la remise et la présentation du rapport par ma collègue rapporteure, Céline Calvez. Donc j'en viens à l'ordre du jour qui portera sur le métier de la traduction. Cet après-midi, nous recevons donc Mesdames Agnès Bousteau, Déborah Fortin et Anne Carnot, membres de la Société française des traducteurs. Mesdames. Puis messieurs Jean-François Cornu, Jonathan Serror pour l'Association des traducteurs littéraires de France, Madame Chloé Thomas, qui représentera le collectif En chair et en os, dont elle nous expliquera la vocation. Enfin, Madame Stéphanie Lenoir, présidente de l'Association des traducteurs et adaptateurs de l'audiovisuel. Merci, Mesdames, Messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Votre présence est d'autant plus précieuse que le métier de traducteur est souvent considéré comme l'un des plus vulnérables face à l'essor de l'intelligence artificielle générative. De fait, c'est une menace importante qui plane sur l'emploi de cette filière. Excusez-moi. Et de premiers cas de licenciement de traducteurs au profit de l'IA ont déjà été recensés. Vous nous direz si les différents secteurs, traduction juridique, commerciale, littéraire, industrielle, sont égaux en la matière. Mais l'IA risque également d'affecter le contenu même du travail des traducteurs, en particulier la tendance à la post-édition, dont vous nous expliquerez précisément en quoi elle consiste, semble constituer un alliage peu satisfaisant entre le travail humain et l'IA. Les conséquences sur le revenu du traducteur sont également naturellement significatives. D'autres questions se posent que Madame la rapporteure ne manquera pas d'aborder avec vous. Donc je vais vous donner la parole. On va prendre quelques minutes, 5 minutes par organisation si vous voulez. Comme ça, Madame Calvez aura le temps de vous poser les questions qu'elle a préparées à votre attention. Donc alors, pour prendre la parole, vous appuyez sur le bouton et ça s'allume en rouge comme chez moi là. Et puis comme ça, tout fonctionne. Merci. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, merci de votre invitation et de votre intérêt pour notre métier. Je suis traductrice littéraire de l'anglais et de l'allemand et enseignante-chercheuse co-responsable d'un master de traduction d'édition à l'Université Paris-Cité. Je suis également membre de la TLF et représente ici le collectif En chair et en os. Ce collectif, créé en 2023 par des traducteurs de l'édition pragmatique ou technique et du secteur audiovisuel, s'est fait connaître par son manifeste pour une traduction humaine, publié dans Libération et signé par près de 20 000 personnes à ce jour, dont plusieurs prix Nobel de littérature. Nous défendons une approche technocritique de l'intelligence artificielle. Parmi nos revendications figure le refus de considérer la prétendue traduction automatique comme une traduction, car la traduction est un processus et non seulement un résultat. Nous refusons également le principe de la compensation financière pour l'utilisation des textes que nous créons à des fins d'entraînement des machines. Nous revendiquons la remise en cause de l'exception TDM de 2019, exception au droit d'auteur permettant la fouille et l'exploitation de textes et de données. Notre approche de la traduction est transversale. Nous ne considérons pas que les différents types de traduction, littéraire, technique, audiovisuelle, supposent des approches différentes, notamment quant au caractère délétère de l'IA sur notre métier, mais aussi sur les langues, la culture et la société. Il convient de rappeler que la distinction entre les branches de notre métier est avant tout une différence de statut. Certains d'entre nous sont artistes-auteurs, d'autres sont micro-entrepreneurs.
Et cette différence ne tient pas à la qualité ou à la supposée littérarité des textes traduits. Un traducteur peut travailler sur un manuel de jardinage qui sera disponible en librairie, il sera alors traducteur d'édition, donc artiste-auteur. Mais s'il traduit le même texte pour un site web, il sera traducteur pragmatique et auto-entrepreneur. C'est un lieu commun des débats sur l'automatisation de la traduction de suggérer que celle-ci serait acceptable pour le domaine pragmatique et qu'elle le serait moins pour le domaine littéraire. Notre collectif s'oppose à cette distinction. Tout d'abord, il est parfois difficile de définir la limite entre les deux. Ensuite, certains textes littéraires par ailleurs très bons font le choix d'un style limpide et posent de fait beaucoup moins de problèmes stylistiques, lexicaux ou culturels que tel rapport juridique ou tel document technique complexe. Enfin, lorsque l'on impose à des traducteurs de se transformer en post-éditeurs, c'est-à-dire en correcteurs d'une sortie machine, les problèmes posés sont les mêmes pour tous. Perte de l'intérêt du travail. Traduire, c'est se poser des questions. Post-éditer, c'est chercher des erreurs et des platitudes dans un temps contraint, au prix d'une grande fatigue cognitive. Perte de compétences. La traduction est un muscle qui s'entretient. Un traducteur qui ne ferait plus que post-éditer désapprendrait à traduire et ne serait donc à terme même plus capable de post-éditer. Baisse de qualité des traductions, pour les raisons précédentes, et aussi parce que lorsqu'on post-édite, on est soumis au biais d'ancrage avec une tendance à accepter la proposition de la machine et sans avoir le temps de rechercher la nuance. Or, cette question de la qualité, qui recouvre aussi bien la richesse stylistique que l'exactitude, est centrale non seulement en littérature, mais aussi, on le comprendra aisément, pour des dossiers médicaux ou des documents de sûreté nucléaire. Oui, les traducteurs sont inquiets pour leur avenir. Néanmoins, ils refusent massivement l'idée de céder leurs œuvres pour l'entraînement des grands modèles de langage contre rémunération. Cela reviendrait à vendre nos traductions à des machines dont on prétend qu'elles pourraient à terme nous remplacer. Il n'y aura alors plus personne pour vérifier ce que dit la machine, et nous serions collectivement dépendants de ces résultats douteux, par ailleurs loin d'être neutres idéologiquement. Traduire demande de l'intelligence, de la sensibilité, un goût du mot juste, et une capacité à le trouver. Préserver la traduction, toute la traduction, c'est préserver la diversité linguistique et préserver des compétences qui sont utiles dans tous les domaines, et peut-être en particulier quand le contexte géopolitique est tendu et que la communication entre les peuples doit être aussi fluide que possible. Je vous remercie et me tiens prête à répondre à vos questions. Merci, madame. Qui veut prendre la parole ensuite? Je vous en prie, madame Cousteau. Alors, petite adaptation avec le micro. Eh bien déjà, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, merci pour votre invitation. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais dire 2 mots sur l'ASFT. Donc, nous sommes un syndicat des traducteurs et interprètes. Il faut savoir qu'il y a 21 000 traducteurs à peu près en France, à peu près 1500 interprètes, et tout le monde est touché par l'IA, que ce soit en traduction d'édition, technique, pragmatique, juridique, médicale, aussi en langue des signes. J'en ai entendu un petit peu parler récemment. Donc, tous nos métiers sont touchés. On note une dévalorisation de nos métiers, ce qui en fait, donc, entraîne une précarisation, car les tarifs qui sont souvent imposés à la baisse, alors que le volume de travail reste le même, voire augmente avec la post-édition et l'arrivée de l'IA. Pour les traducteurs et interprètes, il faut savoir que l'IA, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas arrivé en 2022 et 2023. Nous, ça fait des dizaines d'années qu'on est confrontés à ça, à des tentatives de mécanisation de la langue, d'automatisation de nos métiers. C'est aussi ce qui nous donne l'expérience et le recul nécessaires pour pouvoir juger de la qualité de ces travaux parce qu'on en a l'habitude. Ceux qui proclament aujourd'hui la mort de nos métiers ne les exercent pas. Si tout le secteur est autant mobilisé, c'est parce que ce qui est annoncé et promis par les commerciaux de l'IA, ça ne correspond pas à la réalité du terrain. Certes, il y a 25 ans, c'était ridicule. Aujourd'hui, c'est bluffant. Pour autant, ça n'est pas juste. L'IA générative appliquée à la traduction, ça reste des statistiques et des probabilités. Ça a l'apparence d'une traduction, mais ça n'en est pas. Ça ne répond pas aux critères de nos métiers. L'objectif d'une traduction, c'est de donner le même niveau d'information, de protection, de sécurité, d'immersion. On ne traduit pas pour traduire, on n'interprète pas pour interpréter. On traduit pour informer, pour immerger dans un univers, pour faire rêver, pour faire découvrir quelque chose, une culture aux autres, mais aussi pour protéger la santé, pour défendre la paix, pour vendre, etc.
Pour ce qui est des risques et de la qualité produite par l'IA générative appliquée à la traduction, il faut être aussi conscient que traduction et interprétation touchent à tous les domaines. On est présent partout. Et par nature, nos métiers sont l'interface de notre langue avec d'autres, notamment l'anglais. Nous intervenons effectivement, je l'ai déjà dit, sur tous les domaines. Or, il y a un fort risque de porosité, et l'IA générative amplifie ce problème et ce phénomène. Elle impose en effet une double contrainte. La première, c'est tout à fait normal, on a un texte source. La seconde, on se retrouve avec un texte qui est déjà pré-produit par machine, que le traducteur doit retravailler. Or, la liberté est moindre, les idées et les mots sont guidés, sélectionnés non pas par leur pertinence, mais par leur fréquence. On constate un appauvrissement de la langue, une uniformisation des discours. Pour information, j'avais assisté à une conférence lors des 30 ans de la loi Toubon. Et donc, M. Antoine Compagnon, qui est membre de l'Académie française, avait indiqué à ce moment-là qu'il n'y avait plus un seul mot de français qui entrait dans la langue anglaise depuis les années 2000, alors que l'anglais entre encore assez fortement dans la langue française. Or, aujourd'hui, avec l'IA, ce qu'on constate, c'est que ça ne s'arrête pas simplement à du vocabulaire, c'est aussi la syntaxe qui est bouleversée, c'est la structure même de nos langues. Enfin, nous nous inquiétons aussi du fait que les locuteurs à qui s'adresse le message produit par machine n'aient pas le même niveau d'information, d'immersion, de protection que ceux qui l'ont dans la langue de départ. L'IA ne comprenant pas ce qu'elle produit, le résultat est truffé d'inexactitudes et d'approximations que l'on ne voit peut-être pas du premier coup, mais qui pèsent sur le sens final. À titre d'exemple visible, les interprètes en langue des signes sont aujourd'hui confrontés à l'arrivée d'avatars qui sont censés les remplacer. Or, ces avatars signent, effectivement, mais la langue des signes repose aussi sur les expressions du visage, et assez fortement. Expressions qui n'y sont plus avec les avatars, et donc on perd une partie du message. C'est en fait assez significatif de ce qui se passe avec le reste de nos métiers, interprétation et traduction, dans les autres domaines. Finalement, aujourd'hui, on entend davantage parler de l'IA, alors qu'elle fournit un résultat moyen, plutôt que d'une industrie qui assure de la qualité et qui dispose de normes, de formation continue, de processus depuis de nombreuses années. Le rapport de force est inégal et il cache une réalité qui est loin de ce qu'on nous promet. Quelques remarques avant de conclure. D'abord, en 3 ans, depuis l'arrivée de ChatGPT, on ne note pas vraiment d'amélioration extraordinaire des résultats produits par la machine. On a même des erreurs plus fréquentes. Nos collègues sont plus nombreux à faire remonter une baisse de qualité. Dans le rapport ELIS qui a été publié très récemment, on dit qu'il y a donc 23% de professionnels qui estiment que la qualité des LLM est élevée. Ils étaient 40% il y a 3 ans. Par ailleurs, on commence à douter des sources. Il faut faire davantage de vérification et de recherche, puisque la terminologie n'est plus tout à fait certaine. On ne sait plus si les textes auxquels on se réfère sont produits par machine, avec ou sans contrôle. En traduction et en interprétation, il y a 3 domaines d'expertise. Et ça, il faut en être bien conscient aussi. On a le langue de départ, la langue d'arrivée, mais aussi le domaine qui est au milieu. Et ça, que ce soit en pragmatique ou en littéraire. Nos collègues du littéraire aussi, quand vous traduisez un livre, il faut se poser des questions. Si c'est sur, je ne sais pas, l'escrime ou autre chose, il faut aussi découvrir de ce domaine, se former sur ce domaine. Les traducteurs sont des experts, pas juste des exécutants qui connaîtraient la langue parce qu'ils ont fait 3 séjours en Angleterre. France Num s'est fendu d'un message aux entreprises en invitant à utiliser l'IA en simplement remettant les capacités linguistiques à jour. Ça ne suffit pas. Enfin, et pour finir, je dirais qu'il faut se placer sur le long terme. Nous, on n'a pas envie d'attendre une catastrophe parce qu'il y aurait une erreur de traduction dans du nucléaire ou de la sécurité physique. Pour que les gens comprennent que l'IA générative appliquée à la traduction et à l'interprétation ne devrait pas se faire sans le regard expert d'un professionnel qualifié. Merci. Merci, madame. Organisation suivante, monsieur Cornu. Je vous en prie. L'Association des traducteurs littéraires de France vous remercie à son tour de votre invitation à nous exprimer ici. Je précise que malgré son intitulé, notre organisation concerne tous les domaines de traduction destinés à l'édition, pas simplement la littérature. J'ajoute que je suis aussi traducteur de l'anglais dans l'audiovisuel et membre de l'ATA, qui est représenté par ma collègue Stéphanie Lenoir ici, et que je suis également cofondateur du collectif En chair et en os.
L'application de l'IA à la traduction est fondamentalement inopérante, car la traduction est étrangère à toute forme de calcul mathématique probabiliste. La traduction n'est pas un problème à résoudre. Je souligne que pour notre part, la question n'est pas de savoir si nous sommes technophobes ou technophiles, c'est un faux problème. Nous utilisons depuis longtemps des outils numériques, alors que l'IA constitue un changement de paradigme. Dans notre domaine, l'IA n'est pas un outil, mais une entrave que l'on nous impose au prétexte fallacieux qu'il faudrait s'adapter, vivre avec son temps. Depuis la diffusion de ChatGPT auprès du grand public, fin 2022, nous avons l'habitude que l'on nous adresse ce genre de banalité dépourvue de réflexion. Dans ma pratique de traducteur, métier que j'exerce depuis plus de 40 ans, j'ai connu des évolutions techniques successives, notamment le passage de la machine à écrire, oui, j'ai connu ça, même électronique, au logiciel de traitement de texte et de sous-titrage pour mon activité dans l'audiovisuel, ainsi que l'avènement d'Internet qui a, un temps, amplifié notre capacité de recherche terminologique et documentaire. Dans la plupart des cas, ces outils m'ont aidé dans mon travail, mais j'en ai constamment gardé la maîtrise. Ce dont nous parlons aujourd'hui n'a rien à voir avec ces évolutions, parce que mon métier ne consiste pas à transcoder une langue vers une autre. Il est le fruit de la réflexion humaine, afin de rendre intelligible un texte formulé dans une langue, une culture, un contexte, dans une autre langue, une autre culture, un autre contexte. Et puis, de manière générale, l'IA est une imposture. Appliquée à la traduction, ce n'est qu'une machine qui génère un contenu ayant l'apparence d'un texte traduit, mais qu'il s'agit de corriger lors d'une phase appelée post-édition. Présente depuis plusieurs années en traduction audiovisuelle, cette pratique s'immisce aujourd'hui dans l'édition. La post-édition nous est parfaitement inutile, mais ses conséquences sont néfastes. Entre autres, morcellement du travail de traduction et réduction des rémunérations au prétexte qu'elle prendrait moins de temps, alors qu'il en faut autant, voire plus, pour corriger une traduction, entre guillemets, automatique. L'imposition de l'IA suscite en outre une hiérarchisation forcée des types d'ouvrages traduits. Il y aurait d'une part des œuvres dignes d'être traduites par des êtres humains, et d'autre part des sous-genres pour lesquels le transcodage linguistique serait bien suffisant. Nous réfutons pareille hiérarchisation. Pour toutes ces raisons, 84% des membres de la TLF et 97% des membres de l'ATES, qui est l'Association pour la traduction en sens social, rejettent l'utilisation de l'IA et refusent que leur traduction soit utilisée pour l'entraînement des systèmes d'IA, selon 2 enquêtes réalisées par ces associations en 2025. Et cela, y compris en échange d'une rémunération ou d'une compensation financière. Enfin, en traduction comme dans d'autres domaines, les développeurs d'IA cherchent à imposer leur système, car pour eux, la démocratie réelle, au-delà des murs de cette assemblée, la démocratie est un frein à ce qu'ils appellent l'innovation, entre guillemets, plutôt synonyme de régression à nos yeux. C'est aussi contre cette position que nous exprimons et agissons sans relâche. Et je vais vous remercier dans un premier temps et ensuite passer la parole à Jonathan Serror, qui est le juriste de notre organisation, à propos des questions d'ordre juridique qui sont importantes, mais notre position dépasse le strict cadre juridique. Merci. Très bien, merci. Vous pouvez éteindre votre micro, Monsieur Cornu, s'il vous plaît. Voilà, Monsieur Serror. Bonjour, je vous remercie de nous recevoir et de nous donner la parole pour faire entendre la position des auteurs, en particulier donc celle des traducteurs littéraires que la TLF représente, comme l'a dit Jean-François Cornu. Avant toute chose, je voudrais rappeler un point qui est essentiel, à savoir que les traducteurs sont juridiquement des auteurs à part entière, titulaires de droits de propriété intellectuelle, les traductions littéraires étant bien des œuvres de l'esprit original. Cela étant dit, en tant que juriste de la TLF, mon propos aujourd'hui sera orienté sur les atteintes aux droits d'auteur. Je sais que vous avez déjà été sensibilisé là-dessus, mais je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Les atteintes aux droits d'auteur que les systèmes d'IA font peser sur les traducteurs en particulier, en distinguant, selon la distinction classique, l'amont de l'aval. En amont, sur l'entraînement des modèles, vous connaissez très bien le fonctionnement de ces systèmes qui sont entraînés sur des corpus de données massifs, comprenant un très grand nombre d'œuvres protégées dont des traductions, et ce, aujourd'hui, évidemment, sans l'accord des auteurs.
Sur le plan de la propriété intellectuelle, nous assistons au plus gros pillage, j'insiste sur ce terme, au plus gros pillage de l'histoire humaine. Il ne s'agit ni plus ni moins d'une entreprise de prédation menée par des acteurs de la tech qui s'accaparent gratuitement, illégalement, une grande partie de la création humaine au mépris des droits des auteurs et contre la volonté de ces derniers, ainsi qu'on vous l'a expliqué à l'instant. Pour les traducteurs, mais comme pour d'autres créateurs, la situation est particulièrement grave, puisqu'il ne vous aura pas échappé que les œuvres sont utilisées pour entraîner des systèmes qui, à terme, risquent de les évincer. Plus que de substitution, il est question d'éviction. C'est quand même pas neutre sur le plan de la culture, et comme on est dans une commission culture, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Cette logique de prédation est d'autant plus préoccupante que les acteurs de la tech ont vraisemblablement eu recours à des fichiers pirates tels que LibGen, Pilimi. Je vous renvoie sur ce point à l'accord conclu par Anthropic, mais les contentieux en cours et à venir, je pense, nous éclaireront largement sur ces questions. Fichier pirate, c'est quand même important. Le fait que des dirigeants choisissent d'utiliser des œuvres contrefaites pour les fondements de leur modèle de langage est extrêmement alarmant. Cela devrait nous interroger lorsque ces mêmes acteurs appellent de leur vœu à une absence de régulation du secteur. Un autre point sur lequel il est important d'insister, c'est le fondement juridique, en Europe du moins, j'écarte le fair use qui ne nous concerne pas forcément ici, derrière lequel se retranchent les géants de la tech pour justifier l'exploitation des œuvres sans autorisation des auteurs, ni rémunération, ni vraie transparence. Vous l'aurez compris, je parle de l'exception de text and data mining en bon français. On pourra développer ce point si vous le souhaitez, mais pour la TLF, cette exception n'est en aucun cas applicable pour le développement des IAG, et nous contestons formellement toutes les réglementations qui s'appuieraient là-dessus pour entériner cette exception. Dans ces conditions, il nous semble indispensable d'évoluer vers un modèle vertueux fondé sur le consentement préalable des auteurs, respectueux des titulaires de droit, c'est-à-dire un véritable mécanisme d'opt-in. Cela pourrait même être, à notre sens, un argument plutôt compétitif pour les fournisseurs d'IA européens, pour peu qu'ils s'en donnent les moyens en réalité. Ainsi, les auteurs qui le souhaitent pourraient autoriser l'utilisation de leurs œuvres par les systèmes d'IAG et percevoir en contrepartie une rémunération dans le cadre d'une gestion individuelle, voire collective, mais toujours volontaire, afin de garantir le respect de leur consentement. Pour ce qui est de l'aval, je vais être très bref, mais sur les usages des systèmes d'IAG, notamment ce qui concerne les productions automatisées de, je mets des guillemets, de traduction dans le domaine de l'édition, sur le plan juridique, plusieurs risques doivent être identifiés. Nous avons des risques d'erreur, des risques de contrefaçon, du fait de la reproduction partielle d'œuvres de l'esprit protégé, des risques de responsabilité, des risques d'atteinte aux droits moraux des auteurs VO, des risques de manque de transparence vis-à-vis de public, de tromperie des lecteurs, de parasitisme, de concurrence déloyale, et enfin un risque non négligeable de détournement des dispositifs incitatifs dans le secteur culturel. Je pense notamment aux droits issus de la gestion collective, à la TVA à taux réduit ou encore aux aides publiques à la création. Pour ce qui est du secteur de l'édition, aujourd'hui, il n'y a pas de pratique affichée, on va dire répandue, d'usage de l'IA et de recours à la post-édition, à part une affaire qui aura peut-être retenu votre attention, qui est ce qu'on a appelé l'affaire Harlequin, HarperCollins, qui finalement a dit à ses traducteurs littéraires qu'ils ne collaboraient plus avec eux et qu'ils auraient recours à une plateforme de traduction automatique qui fait post-édité, nous le comprenons, je ne sais pas si on peut appeler ça maintenant des traducteurs, mais en tout cas des correcteurs sur des textes qui sortent de la machine. Tous ces points-là, voilà, si vous le souhaitez, nous y reviendrons au cours de séance et nous les développerons également dans le questionnaire que vous nous avez donné. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur. Madame Lenoir, je vous en prie. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, je suis Stéphanie Lenoir, donc traductrice et présidente de l'ATA, Association des traducteurs, adaptateurs de l'audiovisuel. Donc ces hommes et ces femmes qui traduisent et adaptent pour le doublage, le sous-titrage interlinguistique et pour les sourds et malentendants, la voice-over, l'audio-description et le jeu vidéo. Et je suis aussi membre du collectif En chair et en os pour une traduction humaine. Alors merci d'avoir bien voulu nous donner la parole, à nous qui sommes des professionnels invisibles. Nous sommes des experts, a dit Agnès Bousteau, et nous sommes aussi des passeurs, des transmetteurs d'idées,
de messages, de sens et d'émotions. Par nature, nous sommes invisibles parce que nous nous effaçons devant ce que nous transmettons. Mieux notre travail est fait, moins il se voit. Il donne alors l'illusion d'abolir les barrières linguistiques, culturelles, temporelles. Il permet en réalité d'explorer l'au-delà de ces barrières, de se confronter à l'altérité, de la rencontrer, de mieux la connaître et d'ouvrir le dialogue. Alors, traducteurs de l'audiovisuel, nous sommes aussi un métier carrefour. Nous collaborons et nous dialoguons avec nos confrères réalisateurs, monteurs, scénaristes, ingénieurs du son, comédiens, graphistes, musiciens. Nous partageons avec tous ces créateurs le goût pour le progrès, y compris dans le domaine technique. J'ai appris, comme Jean-François, le doublage avec un crayon à papier et une gomme, et le sous-titrage sur une machine très encombrante, reliée à une bande magnétique. Et nous avons tous vu, accompagné et profité du développement de nombreux outils et progrès techniques dans nos métiers. Ici, aujourd'hui, je crois que vous l'avez entendu, nous sommes unanimes, et les créateurs dont je vous parlais il y a une minute portent aussi ce même discours. La vague de l'intelligence artificielle est violente et rapide. Il faut faire cesser ce pillage et interrompre l'entreprise de destruction menée avec l'IAG. Il faut refuser de reconnaître les contenus d'IAG comme œuvre de l'esprit et permettre urgemment aux vrais créateurs d'être protégés aujourd'hui et demain. Car l'IA, appliquée à la langue et aux métiers créatifs, n'est pas un outil. Elle est un processus de mécanisation en cascade qui n'apporte aucun progrès. Nous, traducteurs, comme vous l'a dit ma consoeur Agnès Bousteau, sommes familiers de ce processus. Voilà bien longtemps, en effet, que l'homme tente par différents moyens de vaincre la barrière des langues, de contourner ce qui est vécu comme la punition mythique de la tour de Babel et qui est en fait la richesse de notre monde. Le traducteur est si invisible qu'on finit par penser qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour faire son travail instantanément. Et ce mirage d'une possibilité de traduction automatique est fondé sur l'idée qu'une langue serait un code et que passer d'une langue à une autre reviendrait finalement à transposer un message d'un code à un autre. C'est pour ça que le terme de transcodage, employé par Jean-François Cornu, est plus adapté que la trompeuse expression traduction automatique. Par cette opération de transcodage, donc, au contraire des outils techniques qui facilitent notre travail, l'IA ne permet pas d'économiser des tâches fastidieuses ou répétitives pour le traducteur. Elle intervient en remplacement du processus créatif. Elle mécanise le véhicule de la pensée qui est la langue. Le relecteur éventuel se voit confier la tâche fastidieuse et répétitive, elle, de repérer et de corriger les erreurs dans des sources multiples. Il a la mission impossible de donner de l'humanité à un message automatique. Enfin, il me semble aussi important de porter à votre connaissance et à la connaissance des députés qui, j'espère, nous entendent, les enjeux en matière de compétitivité, un domaine dont je crois qu'il vous tient particulièrement à cœur. Il n'est pas possible d'être compétitif avec des concurrents qui recourent au vol et au pillage massif, sauf à user de la même déloyauté. L'IA profite aujourd'hui à des grands groupes internationaux qui détruisent des savoir-faire nationaux et des entreprises locales centenaires. Les outils qu'ils utilisent ont été développés et sont entretenus en volant notre travail et grâce à des investissements spéculatifs massifs. Leur déploiement exploite des dispositifs, comme vous l'a dit mon confrère Jonathan Serror, comme les subventions ou les avantages fiscaux, qui sont souvent financés par la collectivité et qui sont destinés à protéger des publics empêchés, dans notre cas les personnes sourdes et malentendantes ou malvoyantes, et des travailleurs précaires, les artistes-auteurs. Il est donc urgent d'agir, mes confrères l'ont dit, car cette entreprise de mécanisation a des effets dont les enjeux vont au-delà de nos corporations, de la création, de la diffusion et de l'acquisition des connaissances. Ils sont ceux de la disparition de nos langues, de la standardisation et de l'appauvrissement de nos cultures, de la fermeture du dialogue dont je parlais en introduction, de la radicalisation des pensées, de la montée de la violence. Quelles que soient nos opinions, il nous faut prendre conscience que c'est une entreprise politique d'écrasement qui est à l'œuvre. Alors merci de nous permettre aujourd'hui avec vous de faire notre travail de traducteur humain, c'est-à-dire de chercher sans relâche à comprendre,
à comprendre en profondeur les intentions, les contextes et les enjeux, ensuite à les réexprimer de manière intelligible dans la langue et le contexte de ceux qui nous entendent. Merci madame, merci mesdames, messieurs pour ces propos liminaires fort éclairants. La parole est à madame Calvez, rapporteure de la mission. Merci Monsieur le Président. Merci Mesdames et Messieurs pour avoir éclairé devant nous quel est le véritable travail des traducteurs, qui ne sont pas des transcodeurs et qui sont des artistes auteurs, peu importe le statut qu'ils peuvent avoir, mais en tout cas la valeur apportée sur l'humanité, sur la façon aussi dont une langue évolue. Vous avez pointé pour plusieurs d'entre vous l'appauvrissement de la langue suite à l'utilisation répétée d'outils numériques, en tout cas d'intelligence artificielle. Vous avez souligné par exemple que le français n'arrive plus dans la langue anglaise depuis les années 2000. C'est bien regrettable. J'espère que nous pourrons inverser les choses. Et effectivement, les traducteurs nous permettent de découvrir davantage de précision linguistique de mots et enrichir notre façon aussi de connaître la langue des autres et notre propre langue. Vous avez fait mention des effets aujourd'hui qui relèvent d'un changement de paradigme et pas seulement d'une évolution technologique. Vous avez signifié que ça venait percuter aujourd'hui le travail vous-même. Vous avez parlé de l'accentuation de la précarité des traducteurs. Je voulais savoir si, d'une part, vous aviez des données précises sur la baisse d'activité, de baisse de rémunération. Alors, je sais bien que le métier de traducteur est divers, mais si vous pouviez nous repréciser, peut-être pour en mesurer l'ampleur. D'autre part, on a eu il y a quelques semaines devant notre commission le Centre national du livre, alors qui nous parlait de la rémunération minimale pour un feuillet de traduction. Moi, je voudrais savoir ce que vous pensez du fait qu'en juillet 2025, il est passé de 23 à 24 euros. Qu'est-ce que représente cette revalorisation? Vous paraît-elle satisfaisante? J'aimerais que vous nous expliquiez, je pense que c'est utile pour tout le monde, à quoi correspond un feuillet de traduction. Et plus globalement, est-ce que vous êtes en faveur d'un conditionnement du versement des aides à la non-utilisation de l'IA? Je parle du CNL, mais je pense aussi à d'autres aides, d'autres secteurs. Vous avez aussi des traducteurs dans le domaine de l'audiovisuel. Cette conditionnalité vous paraît-elle importante? L'idée pour eux, c'était d'évoquer un label qui permettrait de distinguer des traductions qui ont fait appel au savoir humain et celles qui auraient été simplement un recours à la machine, même sans post-édition, ou alors avec post-édition, mais qui ne serait qu'une traduction produite par ou avec l'IA. Avez-vous eu connaissance de dispositifs de soutien ou de transition professionnelle en faveur des traducteurs? Est-ce que, d'après vous, la formation des traducteurs à l'usage de l'IA doit être soutenue, puisque, comme vous l'avez souligné, il y a eu des évolutions technologiques que vous avez intégrées au fur et à mesure de vos carrières, mais comment on doit appréhender la formation des traducteurs actuels et à venir à l'utilisation ou la compréhension, en tout cas, de ce que fait l'IA, non pas pour vous réduire à la post-édition, c'est pas le sujet, mais c'est plutôt pour se dire comment vous, votre métier, peut éventuellement s'emparer des éventuels avantages de l'IA et de ne pas forcément n'en voir qu'une menace. Voilà, sur cette première question, sur l'ampleur de l'impact de l'IA sur le niveau d'activité et de rémunération de vos métiers, sur la mise en place aujourd'hui de politiques différenciées pour soutenir les traducteurs quand ils utilisent l'IA, quand il n'y a pas de recours par l'IA par vos diffuseurs, par vos éditeurs, et enfin comment appréhender les formations des traducteurs à ce qui pourrait être des opportunités aussi pour vos métiers dans l'IA. Ce sera la première série de questions. Je vous remercie. Je vous en prie, qui souhaite prendre la parole? C'est libre. Je vous en prie, monsieur Cornu. Oui? Non, monsieur Sor? Comme vous voulez.
Non, alors pour répondre sur un point précis sur la question du CNL, si vous le souhaitez, puisqu'on parle de politique culturelle et d'argent public, puisqu'il y a des aides à la traduction qui sont accordées. Effectivement, donc le CNL est un soutien très important pour la traduction d'édition. Ils aident des éditeurs et des traducteurs en imposant des conditions minimum, et ce qui permet finalement de rehausser la profession. Parmi les conditions minimum, on a une rémunération qui est passée de 23 à 24 euros récemment. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais pour une unité de mesure qu'on appelle la tranche informatique de 1300 signes, espace compris, ou le feuillet dactylographié selon un formatage bien défini. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une mesure de soutien. L'augmentation du tarif, et même le tarif de manière générale, si vous voulez, ça permet de valoriser l'acte de création, le travail humain qu'il y a derrière. Donc pour nous, ce sont effectivement des facteurs essentiels qui permettent de maintenir une traduction humaine, sachant que en réalité, je pense que dans les règlements du CNL à venir, sera même prévue l'interdiction d'utiliser l'IA. Pour plusieurs raisons, mais la première raison, finalement, c'est qu'un éditeur qui va payer un traducteur 24 euros du feuillet veut une traduction humaine. Et sur la traduction d'édition, on a un élément qui est important, et c'est juridique, mais je le verse au débat pour la réflexion, c'est que en réalité, dans les contrats de traduction, aujourd'hui, on voit de plus en plus de clauses qui interdisent aux traducteurs eux-mêmes d'utiliser la traduction automatique. Pour quelles raisons on a ce type de clause? C'est très simple, c'est parce que d'un point de vue du droit moral, le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre en particulier, les auteurs étrangers, les auteurs de textes VO, pour respecter leur œuvre dans une autre langue, veulent qu'un traducteur humain soit à l'origine du texte que vous lirez en français. Stephen King, je prends un exemple au hasard, ne veut pas que son œuvre en français soit produite par une machine. De ce fait, un éditeur qui va acheter des droits étrangers dans ce qu'on appelle le contrat d'acquisition des droits de traduction en langue française, le contrat de cession de droits étrangers, disons le plus simplement, va avoir l'obligation lui-même de recourir à un traducteur humain et donc à l'interdiction d'utiliser de l'IA. C'est une forme de cercle vertueux et le CNL, je pense que, alors je ne veux pas m'engager à la place du CNL, mais ne va pas avoir de difficulté à ce qu'on oblige à avoir une traduction humaine dans ce cadre-là. Vous évoquez également la question des labels. La question des labels, c'est une vraie réflexion aussi qu'on mène. Le problème de l'IA, c'est qu'on a tendance un petit peu à renverser la perception des choses qu'on a. Je m'explique, c'est qu'un label qui dirait traduction humaine ferait en sorte que la traduction humaine, finalement, est un peu l'exception. En réalité, la traduction humaine, la création humaine, c'est la norme. Et nous, on préfère que, finalement, l'exception, ce qui serait labellisé, en tout cas, l'information qui serait portée à la connaissance du public, c'est production générée par l'IA. C'est ça qui est important. On est dans une commission culture. La culture, c'est... notamment en droit, hein, c'est l'affaire d'auteurs, de personnes physiques. Donc nous, de manière générale, si on doit faire des labels, c'est des labels pour distinguer ce qui n'est pas produit par l'humain. D'autres interventions, M. Cornuge. Oui, c'était pour aller dans le même sens et évoquer les différences de tarifs ou de rémunération. À propos de cette histoire de label, nous avons été assez surpris, même choqués pour tout vous dire, par l'idée suggérée par la SACEM, qui voudrait éventuellement instaurer un équivalent du Nutri-Score pour mesurer le degré d'IA. C'est avec ou sans IA. S'il y en a, quel que soit le degré, ça n'est pas acceptable pour nous. Sur le plan des différences de rémunération, alors des enquêtes que j'ai citées tout à l'heure, réalisées par la TLF et l'ATES, l'Association pour la traduction en sciences sociales, ont montré, je ne vais pas rentrer dans les chiffres détaillés, vous les aurez avec nos réponses au questionnaire, mais que la différence à la baisse entre un tarif de traduction humaine courante et la mal nommée fausse édition oscille entre 30% et 50%.
Donc pour arriver à avoir un revenu équivalent qui déjà n'est pas toujours très mirifique en traduction humaine, là il faudrait fournir un volume de travail en plus plutôt abrutissant pour arriver au même revenu. Et j'ajoute une chose peut-être pour faire la transition avec le domaine de l'audiovisuel. Nous sommes très très préoccupés, et là je parle aussi en tant que traducteur de ce domaine, par la politique actuelle du Centre national du cinéma, du CNC, qui par la voix de son président encourage beaucoup à l'usage de l'IA à tous les niveaux de production, de post-production du cinéma. C'est très très problématique pour nous. Merci. Madame Carnot, je vous en prie. Je voulais rebondir sur les tarifs et notamment pour les traducteurs pragmatiques, puisque nous, on représente à la fois des traducteurs littéraires, mais aussi des pragmatiques. On vient de lancer une enquête sur les effets de l'IA, donc on pourra vous donner des chiffres plus précis dans quelques mois. Mais il y a une enquête qui a été réalisée par des chercheuses suisses et belges il y a assez peu de temps et qui montre qu'en moyenne, 29% des traducteurs estiment que leur rémunération a baissé et notamment 14% au point qu'ils envisagent de changer éventuellement de métier. Et par ailleurs, les tarifs de traduction, alors quand on est traducteur pragmatique, on peut travailler pour une agence ou pour un client direct, mais d'une manière générale, le tarif médian, depuis 2022, n'a absolument pas évolué, alors que l'inflation, elle, a pris plus de 13%. Donc, de fait, nous avons perdu en pouvoir d'achat. Donc ça, c'était pour vous donner la petite... pour ce qui concerne les traducteurs pragmatiques. Oui, madame, je vous en prie, madame Lenoir. Merci. Dans notre secteur, nous ne bénéficions d'aucune limite de rémunération minimum et d'aucune conditionnalité des aides vis-à-vis des conditions de réalisation de la traduction. Et ces mesures sont attendues depuis 15 ans et la signature d'une charte tripartite entre traducteurs, commanditaires et diffuseurs, sous l'égide du CNC, mais qui n'a jamais été appliquée. Donc on est évidemment très demandeur. Sur la question des labels, je partage ce qui a été dit. Ça veut dire qu'on est tout à fait demandeur à ce que les produits générés par intelligence artificielle soient étiquetés comme tels, aussi pour une question de transparence vis-à-vis du public. Pour la question de la rémunération, nous avons à peu près les mêmes retours que nos confrères. Ça veut dire que la post-édition actuellement est rémunérée, au meilleur des cas, à peu près 50% du prix d'une traduction audiovisuelle classique. Et comme l'ont dit mes confrères, ce tarif n'est pas du tout justifié par le temps passé pour obtenir un résultat satisfaisant, qui est au moins identique. Et l'opération est plus fatigante puisqu'on travaille avec plusieurs sources. Elle est plus fatigante aussi au plan cognitif. Et elle contraint évidemment les post-éditeurs à travailler plus vite pour pouvoir gagner leur vie dans un contexte où il n'y a pas de minimum de rémunération. Et je peux prendre un exemple très concret. Le projet Arte en 6 langues, dont la localisation a été confiée au titre d'un appel d'offres mono-attributaire à un prestataire exclusif qui est la société Transperfect, qui rachète d'ailleurs plusieurs prestataires historiques en France de doublage et de sous-titrage. Alors là, l'économie générée, puisque les traductions sont payées moins cher, enfin la post-édition est payée moins cher qu'une traduction, eh bien cette économie, elle n'est pas répercutée sur le prix que paye le client final. En fait, elle augmente la marge du prestataire intermédiaire. Et cette évolution, en fait, d'ailleurs, le levier économique n'est pas du tout le levier essentiel pour Arte d'avoir recours à ce travail automatique. Le levier essentiel, c'est la temporalité des médias qui est imposée par le fait qu'ils coproduisent leurs programmes avec des plateformes internationales qui ont un calendrier de diffusion très serré. Et donc, quand Arte veut que ses productions soient rentables, il faut qu'elles soient diffusées au plus vite. Donc, ça réduit de fait le temps de la traduction. Voilà. Oui, madame Bousteau, je vous en prie. Merci. Si je peux ajouter quelque chose donc, sur le label, là, pour le coup, je note quand même, avec un certain plaisir, je ne dois pas le cacher, qu'aucun de mes collègues n'a utilisé traduction automatique. On prend tous on essaie tous de contourner le problème parce que pour nous, ce n'est pas de la traduction. Moi, j'ai parlé d'IA générative appliquée à la traduction. J'ai entendu le même genre d'expression un peu plus loin. Donc, un label qui parlerait de traduction humaine ou de traduction automatique, je pense que ça nous pose un réel problème parce que, justement, pour nous, ça n'est pas de la traduction déjà à la base. Donc, appliquer un label qui dit généré par machine ou produit par machine ou peu importe, pourquoi pas.
Mais la traduction, pour nous, c'est pas cette qualité-là, si vous voulez. Ça ne répond pas aux critères d'une traduction. Merci beaucoup. Vous nous avez expliqué que la post-édition était rémunérée pour, on va dire, le même contenu. Je ne parle pas du temps de travail, mais pour le même contenu, 50% moins. Vous nous avez dit que la répartition de la valeur n'était pas forcément bien répercutée. Donc il y a une captation en fait de l'économie faite sur votre dos par d'autres acteurs de toute la chaîne de la création jusqu'à la diffusion de ces œuvres. Est-ce que pour le moment, vous voyez justement quels sont les principaux acteurs qui peuvent capter cette valeur créée grâce à l'IA et qui enrichit en fait une partie quand même de la chaîne? C'est quoi? C'est au niveau de la production? C'est au niveau de la diffusion? Quel est à votre avis l'endroit en fait où on se fait de l'argent sur vous? Alors, je peux peut-être répondre en premier, puisque c'est moi qui évoquais ce point. D'abord, dans le meilleur des cas, la post-édition est rémunérée 50% du prix de la traduction. Dans le meilleur des cas, elle est souvent rémunérée moins cher. Dans le cas de la traduction audiovisuelle, on est dans un écosystème un petit peu particulier où, avec la multiplication des chaînes de télévision, l'arrivée de la TNT, et ensuite ça a explosé avec les plateformes, on est rentré dans un système où le traducteur ne travaille plus, ou très exceptionnellement, rarement, directement avec le diffuseur, avec son client final. Il travaille pour un client intermédiaire qui va être un prestataire technique, laboratoire de sous-titrage ou de doublage. Et typiquement, ces acteurs-là qui profitent de la marge dont vous parliez. Merci. Est-ce que vous constatez d'ores et déjà des retours de vos clients qui ont pu avoir recourir assez rapidement aux outils d'intelligence artificielle pour faire de la traduction? J'ai bien compris que pour vous, c'était pas de la traduction, mais en tout cas pour remplacer ce qu'est le travail de traduction. Est-ce que certains sont revenus vers vous ou vos adhérents à la suite de mauvaises expériences et mauvaises appréciations en fait du travail qui a été rendu? Est-ce qu'on peut espérer aussi qu'il y ait un changement d'attitude de la part de certains? En fait, en gros, après avoir goûté aux joies de la technologie, on arrive à se reconsacrer à l'humain. Oui, effectivement, depuis, je dirais bien 6 mois, on a certains confrères qui nous disent avoir récupéré des clients qu'ils avaient perdus, ou qu'ils pensaient perdus en tout cas, et qui se sont rendus compte que le gain d'argent ne justifiait pas la perte de qualité, et surtout qu'ils se sont rendus compte à quel point ils avaient besoin de qualité. Et clairement, quand on fait appel à un traducteur, c'est parce qu'on a un besoin. Sinon, on ne ferait pas traduire, en fait. Si on a besoin d'une traduction, c'est qu'on a besoin d'une expertise derrière, on a besoin de communiquer correctement derrière. Et donc, quand on fait le test sur le long terme, on se rend compte que l'IA ne fait pas le travail. C'est connu. Oui, je voudrais en fait revenir sur 2 points que vous avez évoqués tout à l'heure sur lesquels on n'a pas répondu. Celui de la formation ou du soutien aux traducteurs et celui de... Est-ce que malgré tout, nous pourrions nous emparer de l'IA à notre bénéfice? Sur le premier point, et en particulier en ce qui concerne la formation, on voit aussi bien, en particulier dans le domaine de l'audiovisuel, mais de l'édition, ça commence à venir aussi, des formations à l'IA, comment justement utiliser les fameux outils, enfin, présentés comme des outils. Nous sommes parfaitement opposés à cela. Ça coule de source par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Nous serions plutôt favorables à des formations critiques sur l'IA. Que fait l'IA à vos métiers, à votre pratique quotidienne? Comment contourner le problème? Ça, ce serait vraiment intéressant pour nous. Sur le fait de pouvoir nous emparer de l'IA à notre propre profit, ce serait une contradiction dans les termes. L'IA, comme l'a souligné Jonathan Serreur,
est une entreprise de prédation d'œuvres existantes, qu'elles soient des œuvres originales ou des traductions qui sont des œuvres dérivées d'œuvres de l'esprit original. Donc, nous approprier l'IA serait scier sur la branche sur laquelle on est assis, que ce soit nous, traducteurs et traductrices, ou quels que soient les catégories de créateurs et de créatrices dans les domaines artistiques. Mais pas seulement dans le domaine technique, c'est exactement la même chose. Madame Thomas, je vous en prie. Oui, je me permets de rebondir sur la question de la formation, puisque dans les masters en traduction, la question de l'enseignement de la post-édition est une question qui est présente, et de fait, certaines formations en proposent. Alors, il faut savoir que dans l'enseignement supérieur, les maquettes changent tous les 5 ans, pas forcément de façon synchronisée, et que les équipes aussi évoluent régulièrement. Il y a beaucoup de vacataires, vous le savez, à l'université, il y en a d'autant plus en master professionnel. Mais donc, vous avez peut-être vu passer cette tribune de l'Association française des formations universitaires au métier de la traduction, la FUMT, qui publiait donc en septembre 2024 dans Le Monde une tribune encourageant l'enseignement de la post-édition. Il faut savoir que cette association n'est pas vraiment représentative, elle regroupe certains masters, principalement en traduction pragmatique, et dont un certain nombre sont des formations privées. Et donc c'est une tribune qui a été très débattue. Ce n'est pas du tout une position qui fait consensus. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que les étudiants en master traduction, quand on leur apprend à traduire, de fait, ils savent déjà post-éditer. Les compétences requises par la post-édition n'ont rien de particulier. Il s'agit simplement de savoir se relire et corriger. Ça fait donc partie du métier. En revanche, pour post-éditer, il faut savoir traduire. Donc la logique de vouloir enseigner de la post-édition, ce qui est souvent d'ailleurs une logique de rassurer les familles, etc., en fait, ça implique de perdre du temps d'enseignement linguistique, culturel et traductif proprement dit. Pour ce qui est de la formation continue, on le voit aussi dans les enquêtes, il y a notamment l'enquête de la TLF de 2023, que les répondants refusent massivement l'idée de se former à la post-édition parce qu'ils n'y voient pas l'intérêt. Merci, Madame Laure. Oui, j'en prie, Madame Bocuse. Merci. De notre côté, nous avons un organisme de formation, et la question de l'IA, nous la traitons à travers donc, SFT Service. Nous avons déjà des interventions d'information aussi sur ce qu'est l'IA et en quoi elle vient impacter nos métiers. Donc ça, nous en sommes emparés. Il faut aussi savoir que ça dépend ce qu'on entend quand on dit s'emparer de l'IA. Si c'est s'emparer de l'IA pour faire un prompt et générer une traduction, clairement, je pense qu'aucun de nous n'y allons. En revanche, l'IA est utilisée par certains collègues pour de la recherche terminologique ou pour la création de glossaires. Enfin, on cherche des moyens, si vous voulez, mais pas pour traduire, pas pour remplacer le processus de création. Comme dit ma collègue, pour bien post-éditer, il faut savoir traduire. J'ai une amie qui dit qu'un bon traducteur, c'est un vieux traducteur. C'est vrai qu'il faut de l'expérience, on se forme au fur et à mesure. Ça, on ne peut pas enlever cette partie-là. Et la post-édition, elle enlève une partie d'imprégnation du texte. Donc, on a plus de difficultés. Enfin, c'est plus facile de laisser passer une erreur, en fait. Et c'est un des problèmes qu'on a dans le métier. C'est pour ça qu'on a aussi une baisse de qualité dans les textes qui sont générés au fur et à mesure et qui se nourrissent aussi de quelque chose qui est de moins bonne qualité à la base. C'est vrai, non ? Oui, juste d'ailleurs pour compléter ce point sur la qualité, on l'entend dans la traduction pragmatique, hein, c'est le niveau d'exigence quand on a un commanditaire qui passe par la post-édition, c'est le good enough quality, si je dis pas de bêtises, qui est franchement problématique si on est dans le secteur de la culture. Des good enough quality books poseraient à mon avis franchement problème. Donc voilà, ça c'est quand même un point dont il faut avoir conscience. Et juste sur la problématique que vous souleviez tout à l'heure sur l'économie et l'écosystème dans le monde de l'édition, ce que je vous disais en introduction, c'est qu'on est à un moment de bascule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'éditeur qui revendique ouvertement le recours à la post-édition. Le seul cas qui a été relevé, c'est le cas justement d'HarperCollins avec Harlequin. Et alors,
sur l'économie, vous verrez que j'ai pas tous les éléments évidemment, mais avant on avait un rapport de traducteur qui signe un contrat d'édition, un contrat de traduction directement avec l'éditeur qui le rémunérait. Aujourd'hui, on a un tiers pour ce qui est le cas d'HarperCollins, c'est Fluent Planet, on va avoir un transfert de valeur, c'est-à-dire que le traducteur, le post-éditeur va être moins payé pour une activité avec tous les problèmes qu'on a relevés. Le tiers, l'intermédiaire, disons, appelons-le comme ça, va facturer une prestation à HarperCollins, donc il y a quand même un transfert de valeur qui est un peu justifié, enfin qui est un peu injustifié. Et pour nous, c'est très difficile d'avoir des éléments, puisqu'en plus, pour votre information, Fluent Planet fait signer des NDA, des accords de confidentialité au post-éditeur. Donc voilà, ça nous interroge énormément sur cette économie-là. On garde quand même espoir dans le domaine littéraire, parce que quand même, je pense que les éditeurs sont soucieux de la qualité dans la traduction, mais on a un moment charnière où nécessairement il va y avoir des tentatives qui vont être opérées, et nous on espère pouvoir tirer des enseignements pour que ce soit finalement qu'un exemple qui aura marqué le passé, mais qui ne sera pas pérennisé. Oui, je rebondis juste sur la question de la traduction dite good enough et du cas d'Arlequin, puisque effectivement Arlequin produit des textes qui peuvent être considérés comme moins littéraires. Il faut comprendre que Arlequin a vraiment été une école de traduction pour beaucoup de collègues. Ils ont des flux importants et donc beaucoup d'entre nous sont passés par là, et c'est très intéressant, en fait, de traduire de la romance pour Arlequin. C'est une traduction très cibliste qui oblige à travailler beaucoup la fluidité de la langue française, à rechercher des images, à être en fait extrêmement créatif, alors qu'en littérature blanche, avec des auteurs prestigieux, on peut se sentir davantage tenu à une obligation de fidélité au texte qui va faire que le traducteur se donnera peut-être moins de liberté. Et je crois aussi que dans un contexte où la lecture tend à baisser, hein, c'est les études notamment du CNL, il est d'autant plus important de ne pas manifester de mépris pour le public de la littérature dite de genre, d'où émergent régulièrement des chefs-d'œuvre et qui permet de former des lecteurs, en même temps qu'elle permet de former des traducteurs. Et je crois d'ailleurs que c'est également pour ça que finalement Arlequin a essayé en vain de procéder discrètement dans cette affaire. Ils ont appelé individuellement leurs traducteurs, surtout leurs traductrices, pour leur dire qu'ils arrêtaient leur collaboration. Et c'est seulement parce que certaines d'entre elles ont contacté la TLF et le collectif En chair et en os que cette histoire est devenue publique. Mais donc ça traduit aussi une certaine gêne, je pense, de l'éditeur. Ils ont été très très critiqués, notamment sur les réseaux sociaux où sont présentes beaucoup de lectrices de romances. Et donc on ne sait pas quelle sera la suite. Madame Lenoir, vous vouliez prendre la parole. Oui, merci beaucoup. Pour compléter ce que viennent de dire mes confrères et consoeurs, de la même manière, dans l'audiovisuel, comme je vous l'expliquais, avec ce prestataire intermédiaire, on est un peu détaché du client final pour avoir ses retours. D'autre part, comme l'expliquait M. Serror, ce sont des pratiques qui ont lieu plutôt à bas bruit et discrètement, qui font qu'on n'en a pas forcément connaissance. Maintenant, pour le projet Arte en 6 langues dont je vous parlais tout à l'heure, nous avons eu la possibilité d'être en relation directe avec Arte, qui nous dit ouvertement vouloir procéder à 100% dès que possible en traduction automatique post-éditée, dans un premier temps, mais peut-être même sans post-édition à terme, pour les programmes de flux. Et là, on a un discours très troublant, parce qu'ils nous disent à la fois que la qualité progresse, et en même temps que pour leur programme premium, Arte Kino, ils resteront en 100% humains. Donc ça, c'est tout à fait déroutant. L'autre élément, c'est qu'on peut avoir des retours de la part des spectateurs, en réalité, qui constatent eux-mêmes le défaut de qualité des programmes réalisés par des machines. Et on sait que certains diffuseurs sont revenus en arrière dans leur pratique. Ils avaient automatisé la traduction et ils sont revenus plutôt à une pratique humaine. L'autre point d'alerte qui me semble très intéressant, qui a été relevé précédemment, c'est cette idée de plusieurs catégories de programmes. Et on le voit dans le discours d'Arte, les programmes de flux, on se contente de la qualité de la machine, et les programmes premium, on met de la traduction humaine. Dans la traduction audiovisuelle, il faut savoir que les premiers secteurs touchés par cette mécanisation de la traduction, c'est le sous-titrage pour les sourds et les malentendants et l'audiodescription
Donc ce sont des publics empêchés qui n'ont pas d'autre solution pour accéder au programme et on trouve ça très très regrettable. Merci beaucoup. Je voulais justement revenir sur... Aujourd'hui, vous parlez de relations entre un traducteur et puis un commanditaire. Et c'est vrai que le client final, si on peut dire que le client, le lecteur, voilà, final, est assez éloigné. Comment appréciez-vous aujourd'hui, d'une part, les évolutions de ce que sont des outils, je pense notamment à des lunettes qui nous permettent d'avoir la traduction en direct de mon interlocuteur, c'est-à-dire j'ai mon interlocuteur qui parle et j'ai la traduction ici. D'autre part, des usages où on a pu avoir un goût pour les versions originales sous-titrées, là où il y a encore quelques années, ça nous paraissait parfois insupportable, même si je sais que la VO, par exemple, pour le cinéma en France, représente quand même la grande majorité des spectateurs. Mais comment, d'une part, les évolutions de ce qui va être nos outils à tous font que peut-être que je n'aurais plus besoin de traducteurs parce que tout pourra m'être traduit. Deuxièmement, comment vous appréciez les évolutions du goût, ou en tout cas de la fréquentation des langues étrangères associées à une traduction française? Est-ce que ce que l'on constate pour l'audiovisuel, vous le trouvez aussi dans le domaine littéraire? Est-ce qu'on n'a pas demain une invitation à ne plus découvrir les autres langues, puisqu'on aura l'impression de pouvoir y accéder facilement, et quelle est la menace du coup sur la compréhension de chacun avec les autres peuples, mais aussi du coup sur l'existence de ce qu'est la traduction, c'est-à-dire le besoin peut-être et le goût développé pour les autres langues. Je t'en prie. Merci. Votre question est très provocatrice, notamment celle des lunettes. Que ce soit par des lunettes ou par n'importe quel autre instrument, le problème reste le même. C'est un problème de pillage, de reproduction de manière très médiocre de quelque chose qui pourrait être mieux fait que cela. Bon, entre parenthèses, le problème des lunettes, c'est pas simplement la question de la langue, c'est aussi la captation d'images et par toujours les mêmes développeurs d'IA. Vous évoquiez le goût pour la version originale sous-titrée. Alors même si je représente la TLF aujourd'hui, je vais en dire un petit mot puisque je pratique aussi dans ce domaine. Alors effectivement, en France, le public est majoritairement plutôt pour la VF, enfin en faveur, dans les usages en tout cas. Paris est une exception parce que Paris intramuros c'est VOST, mais le reste de la France est plutôt VF. Et ceci dit, depuis au moins 20 ou 25 ans, il y a effectivement un goût plus marqué pour les versions originales sous-titrées. C'est venu, je ne vais pas refaire tout un historique, mais enfin, c'est venu aussi grâce à la qualité de certaines traductions. Je suis tout à fait d'accord pour dire que en matière de sous-titrage, il y a une grande disparité de qualité, souvent aussi en fonction des conditions de travail et de rémunération. La question, on revient toujours à celle-ci. Donc, il faut être très prudent lorsqu'on évoque effectivement des instruments nouveaux, mais par quoi sont-ils alimentés? S'ils continuent d'être fournis par des traducteurs et des traductrices comme nous, pourquoi pas? Même si sur les lunettes, j'ai un problème déontologique notoire. Oui, toujours sur les... Pardon. Toujours sur les lunettes, je crois qu'il y a tout lieu de craindre l'avènement d'un monde où tout serait transcodé et où chacun serait finalement enfermé dans sa propre langue. Donc, sous couvert d'accessibilité des contenus, tout est recouvert de traduction. Et ça a des implications culturelles et linguistiques qui sont phénoménales, à commencer par la négation de la pluralité linguistique. Si tout ce qui est produit en français peut être immédiatement disponible sans intervention humaine dans toutes les langues ou dans une version appauvrie de ces langues, plus personne n'aura la curiosité d'apprendre le français. Plus personne ne sera capable de remonter au texte source et plus personne, au fond, ne comprendra que la version anglaise ou allemande ou autre n'est en fait pas l'original.
Madame Lenoir. Merci. Je rejoins tout à fait les propos de Chloé. Et puis, je vais me permettre une petite précision technique, puisque je suis traductrice pour le sous-titrage. Et donc, quand on essaie de transcoder par des lunettes des propos tenus à l'oral, ça demande tout un tas d'opérations en cascade de machines. Ça veut dire que le dialogue va être d'abord retranscrit en texte par une première machine. Ensuite, une deuxième machine va le transcoder de la langue A à la langue B. Et ensuite, une troisième machine, alors dans le cas des lunettes, elle va faire un découpage très grossier. Mais dans le cas du sous-titrage automatique, elle va faire, elle aussi, un découpage tout à fait grossier, sans rapport avec ce qui se passe à l'image. Il y a un élément très très important, c'est qu'on lit beaucoup moins vite qu'on ne parle. Et donc, notre travail, quand on fait du sous-titrage, c'est de faire des choix en permanence, de synthétiser, de ne pas mettre dans notre traduction les éléments qui sont déjà contenus dans le contexte visuel, sonore, d'intonation des comédiens, dans le langage cinématographique. Ça, ce sont des choix dont, évidemment, la machine est tout à fait incapable. Je voudrais juste ajouter que ce que vous avez qualifié comme de la traduction sur des lunettes, pour tous les professionnels qui sont ici autour de la table, ne constitue pas une traduction, clairement, pour toutes les raisons que ma consoeur vient d'évoquer. Le sous-titrage, c'est en plus de la traduction à proprement parler, il y a toute une adaptabilité à mettre en place pour une perception et pour que la personne puisse entendre et lire le message en même temps, et assimilé, qui n'est pas productible correctement par ces IA. Merci beaucoup. Je voulais passer maintenant au droit d'auteur. Et vous l'avez mentionné, il y a eu beaucoup de votre travail qui a pu être utilisé pour l'entraînement des différents modèles d'IA. Monsieur Serror, vous avez parlé de pillage, vous n'êtes pas le seul à utiliser ce mot. En fait, on a des fournisseurs de modèles d'IA qui considèrent que tout ce qui est sur Internet est libre de droit, et glané comme tel. On a un encadrement européen, donc vous avez fait mention de l'exception TDM qui permet justement l'entraînement qui normalement est conditionné à l'exercice d'un droit de réserve de la part de l'auteur ou des ayants droit, très difficile à pouvoir mettre en place. On a le règlement sur l'IA de 2024 qui intime les fournisseurs de modèles d'IA à respecter le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. On est dans une situation assez insatisfaisante au niveau de la mise en pratique de ces différents droits. Plusieurs initiatives ont été mises en place. D'un côté, il y a encore quelques jours, un rapport d'initiative d'Axel Voss a été très largement adopté au Parlement européen. Celui-ci pose la question de la mise en place d'un intermédiaire de confiance entre les ayants droit et les fournisseurs d'IA. D'autre part, il appuie résolument la présomption d'utilisation des œuvres pour l'entraînement des IA. C'est aussi sur cette idée de présomption qu'une proposition de loi au Sénat portée par mesdames Darcos, Séveraine ou encore monsieur Ouzoulias va être discutée à partir de la semaine prochaine en commission, le 8 avril en hémicycle du Sénat. Ça, ce sont des initiatives d'un côté. Je voulais avoir votre avis sur le sujet. Et puis, plus récemment, on a eu une tribune d'Arthur Mensch, un des cofondateurs de Mistral AI, qui, dans le Financial Times, a mis dans l'air une idée qui serait l'instauration d'une contribution obligatoire pour rémunérer les créateurs. Alors, ce serait une contribution obligatoire qui s'appliquerait à tous les fournisseurs de modèles d'IA. Et ça s'applique sur le fait qu'ils aient utilisé ces œuvres pour l'entraînement. Ça s'appliquerait à tous les fournisseurs, que ce soit des fournisseurs européens ou des fournisseurs étrangers, mais qui commercialisent en Europe leurs services. Une contribution dont le produit serait versé à un fonds européen visant à soutenir la création, et une contribution qui ne remplacerait pas
la possibilité de négocier et de passer des accords de licence. On voit que les initiatives existent. Je voulais avoir, même si c'est assez juridique et que c'est assez complexe, je voulais avoir quand même votre avis sur le sujet. Allez-y. Bon, je vais essayer de ne pas passer la journée sur toutes ces questions, parce que ça pourrait faire l'objet d'un colloque. Vous soulevez beaucoup de points. Déjà, le premier point, c'est quand vous dites que l'exception de TDM permet l'entraînement des machines. Nous ne sommes déjà pas d'accord sur ce point-là, et j'espère vraiment que les contentieux nous donneront raison. Je ne veux pas développer sur le terrain juridique, mais bon, déjà le champ d'application de l'exception de text and data mining, c'est une visée analytique des données. En aucun cas, on ne parle d'extraction de données pour générer de textes et reproduire des textes à partir de ces données-là. Je ne vais pas revenir non plus sur l'introduction de cette exception dans des conditions vraiment discutables qui n'ont pas fait l'objet de discussion, ni sur le fait que l'entraînement des machines, très certainement sur la base de fichiers pirates, on l'a vu, est bien antérieur à la directive de 2019. Pour rappel, OpenAI date de 2015, son premier GPT, il est de 2018, donc bien avant la directive. Bon, tout ça, vous l'avez compris, en synthèse, vraiment l'exception TDM n'est pas applicable. Si jamais l'exception de TDM venait à être consacrée, ce qui nous pose problème. Effectivement, l'ineffectivité de l'opt-out est extrêmement problématique. C'est-à-dire qu'on met en place un dispositif en disant on a un garde-fou qui permet aux auteurs de manifester leur désaccord. C'est extrêmement problématique. Donc, si jamais on arrivait à ce niveau-là, l'instauration d'un tiers de confiance n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est-à-dire qu'on aura un organisme centralisateur qui permettrait de recueillir le défaut de consentement des auteurs. Mais encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, l'IA renverse les choses. En réalité, normalement, ce serait aux fournisseurs d'IA d'aller recueillir le consentement. Or là, on inverse totalement le système et c'est aux auteurs de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Voilà, sur le principe, ça ne nous convient pas, mais si jamais on est obligé d'aller sur ce terrain-là, ce sera mieux que rien. De la même manière, vous évoquez la question de la présomption d'utilisation des œuvres sur un terrain probatoire. Sur le principe, c'est un dispositif qui a des auteurs. Ce n'est pas une mauvaise chose parce que effectivement sur le terrain de la preuve aujourd'hui aller démontrer que tel ou tel fournisseur d'IA a utilisé votre œuvre est extrêmement problématique. Donc nous ne sommes pas contre cette PPL qui est une intention qui est tout à fait louable. Le problème c'est quoi? C'est qu'encore une fois c'est un palliatif, un pis-aller au défaut de transparence des données qui ont nourri les systèmes d'IA. Donc normalement, on ne devrait même pas avoir ce type de dispositif. Un auteur devrait savoir si, oui ou non, son œuvre a été utilisée, et même mieux, il devrait dire « je suis d'accord pour que mon œuvre soit utilisée moyennant rémunération ». Et justement, ça me permet de faire la transition sur la question de la rémunération. Vous l'avez compris, ce qui est essentiel, et c'est tout le problème que depuis le début de l'IAG, c'est aujourd'hui, les auteurs, on a utilisé leurs œuvres sans leur consentement, sans leur accord. La tribune que j'ai lue sur le dirigeant de Mistral, c'est encore un pas en avant pour continuer à tordre le bras des auteurs, puisqu'une licence collective obligatoire ne permet pas de retirer l'autorisation, ne permet pas de dire on n'est pas d'accord pour que notre œuvre soit utilisée. Donc fondamentalement, nous sommes contre ce type d'initiative et au contraire, dans le respect du droit d'auteur, dans le respect de la logique du droit d'auteur, en tout cas, nous voulons que si licence il y a, ce soit licence collective volontaire. Les licences collectives obligatoires, prenons quelques exemples. Par exemple, dans le domaine de la musique, quand effectivement de la musique a été diffusée, que c'est repris dans une discothèque ou dans un bar, les titulaires de droits ne sont pas contre en réalité. C'est même plutôt une bonne chose en vrai. Et le fait qu'on récolte des droits dessus, ça fonctionne très bien. Là, ce dispositif serait complètement dévoyé, ce serait pas du tout dans cette optique-là. À mon sens, ce serait vraiment en fait pour forcer
la main à des auteurs et en fait avoir un boulevard pour utiliser librement des œuvres avec des conditions de rémunération également qui poseront très certainement difficulté, puisque c'est une vraie réflexion, hein, j'ai pas d'éléments économiques dessus, mais prenons le cas des traducteurs, puisqu'on est rassemblés là pour ça. Dites-vous que, admettons qu'un traducteur entre dans ce système, l'idée c'est quoi? C'est dire, ok, je suis d'accord pour que mes œuvres soient utilisées, qu'à terme, j'ai moins d'activité, je perds des dizaines, enfin des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, et en contrepartie, j'ai quoi? J'ai quelques euros, quelques dizaines d'euros. C'est pas viable. Donc on peut pas forcer la main là-dessus. Pour moi, c'est vraiment une tentative malhonnête de forcer la main sur la question de l'accord, du consentement et de l'autorisation des auteurs. Oui, je vais répondre par une question, parce que moi, je n'ai pas la réponse à la question que je vais vous poser. Là, pour le coup, je parle des traducteurs pragmatiques plutôt et des interprètes, dont le travail sert aussi à entraîner l'IA et pour lequel il n'y a pas de droit d'auteur à proprement parler. On est enregistré nulle part, on a nos noms nulle part. Comment on fait, sachant que nos métiers aussi sont sous cette pression-là, que notre travail est également utilisé, qu'il n'y a pas d'autorisation donnée? Opt-in, opt-out, en fait, ça ne répond pas à nos problèmes et ça ne répond pas à la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Je voudrais juste rajouter un dernier point sur ce que vous avez dit. La résolution qui a été votée le 10 mars par l'Union européenne, elle a quand même en tête un facteur humain essentiel, et le fait que l'article 17 de la charte définisse le droit à la propriété, et notamment à la propriété intellectuelle. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit humainement pas pouvoir revenir. Madame Lenoir. Une toute petite parenthèse pour une réponse un peu, je trouve un peu cynique, peut-être que d'autres interlocuteurs ont fait à cette même question ici même, des entreprises de la tech qui déclarent qu'introduire cette présomption d'usage créerait une preuve impossible. Alors moi, j'ai exercé mon opt-out et la SACEM a exercé son opt-out pour mes œuvres qui sont déposées à son catalogue. Néanmoins, c'est absolument certain qu'elles ont été utilisées par ces entreprises. Et en l'espèce, l'opt-out, la preuve n'est pas possible pour nous dans les faits, tout le monde le dit. Donc, introduire cette présomption d'usage et s'opposer à cette présomption d'usage au motif que ça créerait une preuve impossible, ça me semble tout à fait déplacé. Je voulais revenir sur la notion de tiers de confiance, parce que d'un côté, on peut considérer que l'intermédiaire de confiance puisse être là pour recueillir tous les réserves de droit, mais on pourrait aussi considérer qu'il est là pour recueillir les autorisations. Dans ces cas-là, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît plus intéressant que le tiers de confiance qui, s'il n'était là que pour recevoir les opt-out, irait à l'encontre du respect de l'autorisation, principe fondateur du droit d'auteur? Alors, à mon sens, c'est difficile de parler au nom de tous les traducteurs, mais pour moi, oui, effectivement, ça irait dans le bon sens. Ce d'autant plus, puisque là, on aurait vraiment un respect du consentement des auteurs, ce d'autant plus si cet organisme, effectivement, a des pouvoirs de contrôle, des pouvoirs de vérification. Ce serait effectivement une aide et un moyen de centraliser l'information. Donc, moi, j'ai pas à ce stade d'opposition là-dessus, en tout cas à titre personnel. Oui, Madame Fortin. Il serait intéressant de savoir comment ce tiers de confiance serait nommé, qui le choisirait, selon quels critères. M. Serroir parle de moyens aussi. Ça paraît être une bonne idée, mais si elle est les bonnes idées mal mises en œuvre, ça ne fait pas non plus avancer, en fait. Donc il faut s'assurer d'une indépendance réelle et de moyens, en fait, puisque c'est un peu ce dont on manque face à l'IA, c'est qu'on n'a pas de moyens de réagir. Bien sûr, c'est un défi technologique, c'est un défi institutionnel. Axel Voss, dans le rapport d'initiative, faisait mention de l'EIPO, en fait l'Institut pour la propriété intellectuelle, qui dépend de l'Union européenne, puisqu'il a décidé de pouvoir le consacrer au niveau de l'Union européenne. Et c'est un défi non seulement pour pouvoir récolter l'ensemble des consentements ou des droits de réserve, mais aussi pour assurer
d'assurer une certaine confidentialité, parce que si la transparence est nécessaire, on entend aussi de la part de ceux qui innovent pour créer des modèles d'IA la volonté non plus de ne pas rendre public l'ensemble. Donc sur cette tension entre la transparence et la publicité, on a eu des fournisseurs d'IA qui nous disent que si c'était rendu public, ça viendrait à l'encontre du secret des affaires. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, je vais vous répondre très, très sincèrement. Moi, j'ai passé 13 ans dans l'agroalimentaire. J'ai fait de l'export, j'ai traduit des dossiers HACCP. Le secret de la recette, d'accord, mais pas à tout prix. En fait, il doit y avoir, les organismes de régulation doivent avoir accès à l'information de la recette, tout simplement. C'est ce qu'on fait pour toutes les autres industries. Monsieur Serrault. Bon, pareil, je vais être cash. Hein. C'est un argument fallacieux. Clairement, le secret des affaires, c'est un moyen de renforcer l'opacité qui est entretenue par les fournisseurs d'IA. Opacité entretenue également, je pense, pour des raisons purement juridiques, hein, puisque les contentieux à venir, je pense, aboutiront à des condamnations. Et il est évident que informer quelles données ont été utilisées, quelles œuvres ont été utilisées, on parle de dataset, n'engage en rien sur la révélation des affaires des fournisseurs d'IA. Ça n'a strictement rien à voir. Vous parlez de recettes, en fait, on parle plutôt d'ingrédients. Mais clairement, le secret des affaires, c'est un prétexte pour continuer à user des données et renforcer l'opacité. Monsieur Cornu. Oui, très brièvement, là-dessus, on est du même avis que le syndicat national de l'édition que vous avez reçu il y a peu de temps. Ce n'est pas si fréquent que nous ayons des points communs, donc autant le souligner. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter au-delà des propos liminaires et peut-être aussi que les questions ont pu aussi susciter comme réflexion chez vous ? Est-ce que voilà, vous avez un mot de conclusion si jamais vous en avez la possibilité ? Oui, on voulait quand même mettre l'accent sur l'appauvrissement de la langue. On parle ici de culture. Il y a une étude qui est sortie, qui a été faite en 2024 par l'Université de Zurich, qui prouve que les modèles d'IA réduisent de 40% la diversité des tournures de traduction par rapport à des traducteurs humains, surtout pour les langues qui sont moins représentées, pour lesquelles l'année dernière, tous les pays en chœur avaient porté les drapeaux et efforts pour les protéger. Les outils d'IA, ils ne suppriment pas les tournures de phrases, ils les remplacent par défaut par des équivalents plus fréquents et plus courts et souvent moins précis. Pour les métiers comme le nôtre où une virgule près peut changer le sens d'un contrat et que le style fait partie du message aussi, c'est important. Cette standardisation, elle n'est pas neutre, elle réduit la palette expressive et donc la qualité du travail. Et puis pire, elle risque aussi de désapprendre aux nouvelles générations l'art des tournures nuancées, simplement parce que les outils ne les proposeront plus. Et là, il ne s'agit pas d'un bug ou d'un défaut de conception, c'est une conséquence directe de la façon dont les modèles sont construits par ces modèles de tokens. Et c'est un choix de société, en fait, qui est fait. Madame Thomas, je vous en prie. Oui, je voudrais revenir sur ce lieu commun selon lequel les traducteurs sont la profession la plus menacée. C'est un lieu commun qui date en fait d'avant l'IA générative. L'IA a surtout augmenté finalement l'acceptabilité sociale de l'automatisation et pas sa qualité. Mais donc pour lutter contre ce cliché, nous faisons un travail de pédagogie pour montrer que la traduction ne peut pas être déléguée à une machine. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Mais je crois que nous avons aussi le devoir d'utiliser ce travail de pédagogie pour prévenir d'autres menaces qui pèsent sur d'autres professions avec l'IA. Le devoir, par exemple, de montrer que, oui, on a encore besoin de rédacteurs des débats à l'Assemblée et au Sénat parce qu'ils font autre chose que de la reconnaissance vocale et que leur travail est essentiel à la démocratie. On a encore besoin de juristes capables de lire la jurisprudence et surtout de la comprendre. On a encore besoin de journalistes qui savent vérifier leurs sources et qui sont surtout capables d'aller chercher leurs sources là où on n'aurait pas forcément eu l'idée d'aller voir. Donc, si les traducteurs sont en avance
ce n'est pas au sens où nous serions les premiers menacés, voire les premiers à disparaître. C'est parce que nous avions entendu un peu plus tôt que nous allions disparaître et que nous nous sommes informés, nous avons testé les outils, nous avons compris leurs limites et surtout les risques qu'ils font peser non seulement sur nous, sur nos métiers, mais sur tout un tas de professions qui se croyaient protégées, et sur la langue, sur la culture, sur la démocratie et sur la société dans son ensemble. Monsieur Cornu, je vous en prie. Je serai bref, je vous rassure. Il y a un problème supplémentaire auquel on est confronté. Nous sommes confrontés dans nos différents métiers au sein de la traduction. Et quelle que soit la nature des textes que nous avons à traduire, c'est que on peut être amené, et j'y ai été confronté moi-même, à se demander si ce que nous traduisons a été écrit initialement par un être humain ou pas, ou partiellement ou en totalité, et le produit de l'IA. Ce qui pose un gros problème pour nous, parce que nous traduisons de bonne foi un texte qui nous est soumis, mais si nous n'avons pas de transparence sur l'origine de ce texte, mais que nous fournissons néanmoins une traduction humaine, nous pouvons être amenés à fournir une traduction humaine d'un texte qui, au départ, n'est pas humain. Donc, il y a aussi tromperie vis-à-vis de nous et vis-à-vis des lecteurs qui liront nos textes. Voilà, donc c'est vraiment un gros problème à tous les niveaux de la chaîne du livre, de la chaîne de production d'une traduction. Merci, mesdames et messieurs. Nous arrivons au terme de cette audition et avec madame Calvez, nous vous remercions pour les éclairages que vous nous avez apportés. Je vais vous dire, je ne pense pas du tout que vous soyez menacé de disparition. Je ne pense pas parce que la traduction, en fond, ça n'est pas réductible à un processus mathématique ou électronique. Vous l'avez largement illustré par vos propos. La traduction, au fond, c'est la civilisation, tout simplement avec un C majuscule. Si on n'avait pas traduit la Bible, si on n'avait pas traduit Karl Marx, si on n'avait pas traduit, je ne sais pas moi, Einstein, il n'y aurait pas de civilisation, n'est-ce pas? Donc je ne pense pas qu'il y ait de risque de disparition. Vous allez être grignoté sur vos marges, c'est sûr. Conversationnel, un peu de pragmatique, c'est sûr. Mais sur le fond, je pense que vous êtes absolument incontournable. En tout cas, c'est la conviction que je retire de cette audition et je voulais vous en remercier. Et madame Calvez se joint à moi pour vous remercier. Merci beaucoup, au revoir.